Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les 2 semaines, quand j'y arrive. Abdel Awacheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de Dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patients-patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dentexia étant l'avance intégrale des frais des soins. Abdel Awacheria, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dentexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en 4 épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des 2 parties, mais aussi du système. Je vous laisse découvrir le premier volet de cette série, la naissance du scandale. Bonjour Abdel. Bonjour Florence. Alors, merci d'être avec moi. On va passer un petit peu de temps ensemble. Donc ce matin, on va parler donc de Dentexia, puisque t'en as été une des victimes. Mais en fait, moi, au-delà de ce scandale, j'avais surtout envie qu'on prenne le temps de réfléchir à comment on pourrait donc collectivement, c'est-à-dire les patients et victimes dont tu te fais un peu le porte-parole, et aussi les acteurs du monde dentaire à qui moi je m'adresse dans ce podcast, co-construire en fait une dentisterie qui serait plus respectueuse de l'humain. C'est un programme qui me plaît évidemment, et merci pour cette invitation en fait à m'écouter, à me poser des questions et puis essayer de collecter un petit peu à travers moi la voix des patients. Alors je tiens quand même à dire que je suis le porte-parole que de moi-même ce matin. Et tout ce que je vais dire n'engage que moi et toute ma subjectivité. Après, ceci étant, je pense qu'au sein du collectif contre Dentexia et de l'association La Dent Bleue, on a pu glaner un certain nombre une certaine expérience en fait de ce que ça pouvait être que d'être une patiente et un patient, un usager, une victime en France du dentaire. Et donc à ce compte-là, à ce titre-là, je me fais le porte-parole aussi de cette patientèle. Voilà. Donc merci de collecter la voix d'un patient. Disons que tu t'es aussi le premier et j'espère pas le dernier, parce que l'idée de départ, moi de toute façon avec ce podcast, c'était justement d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus large, de sortir aussi de l'entre-soi qu'on a dans la profession, quoi. Mm-hmm. Donc c'est un vrai plaisir. Plaisir à partager. Donc voilà, donc Dentexia, pour rappeler, alors je pense que à peu près tout le monde en a entendu parler, c'est quelque chose qui a été très largement médiatisé, mais quand même revenir un petit peu sur l'origine de ces centres dits low cost créés par Pascal Station, donc en 2012. Donc à savoir que Pascal Station n'est pas dentiste, il a fait des études d'HEC et qu'il avait déjà dès 2001 une bonne connaissance du monde dentaire, puisqu'il enseignait aux dentistes des techniques pour apprendre à augmenter leur chiffre d'affaires.
Oui, il était dans la mouvance néo-managériale appliquée à la dentisterie et la médecine en général. Donc oui, l'origine du scandale Dentexia, c'est avant même la création de cette franchise de centres dentaires Dentexia, c'est la promulgation d'une loi, la loi Bachelot, 21 juillet 2009, avec cette idée de créer un dispositif législatif qui favoriserait l'accès de toutes et tous à des soins de qualité. Donc c'était ça l'intention du législateur, et au-delà de ça, c'était aussi d'essayer, mais c'était peut-être implicite, de briser le modèle de concurrence monopolistique qui était en vigueur en fait dans le secteur dentaire, avec, pour le dire simplement, des libéraux qui se faisaient la concurrence entre eux, mais très peu d'autres modèles en fait présents au plan quantitatif, c'est-à-dire cliniques, mutualistes, etc., qui représentaient une part minime en fait du secteur. Donc on avait globalement des libéraux, et on avait aussi des soins qui étaient chers, qui sont toujours chers, et on avait une répartition assez inégale de l'offre de soins sur le territoire, ce qui est toujours encore le cas aujourd'hui. Et donc il y avait une volonté, avec la loi Bachelot, de simplifier en fait les conditions de création de centres de santé dentaires, par le biais en fait d'une levée, d'un passage à un régime déclaratif pour l'autorisation d'ouvrir un centre. Donc il y avait possibilité de déclarer la création du centre en envoyant un dossier, mais on n'était plus obligé en tant que créateur de centre de se soumettre à un agrément préalable de l'Agence régionale de santé, de l'ARS. Et par ailleurs, on avait la création, et c'était ça la vraie nouveauté, de la possibilité de monter des structures associatives loi de 1901, c'est-à-dire à but non lucratif. Et c'est un dispositif qui est extrêmement bien connu en France, bien utilisé, et qui était destiné aussi à rassurer sur le fait qu'on allait éviter toute marchandisation des soins. Or, de manière paradoxale, comme on le verra, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, avec tout un ensemble de protagonistes qui ont investi le secteur justement pour le marchandiser. Donc c'est assez intéressant et triste et paradoxal de voir que c'est par plus d'État, par plus de législation, que le législateur justement a permis une sorte d'inversion de l'esprit de sa propre loi. Donc voilà, ça c'est le point de départ, loi Bachelot. Alors pour ce qui me concerne, j'ai été l'un des premiers patients aussi de cette franchise de centre dentaire Dentexia, donc fondée par Pascal Stechen, comme tu l'as dit, avec un premier centre qui s'ouvre à Lyon en 2012. Il y en a plusieurs qui ont suivi, et d'autres centres qui se sont ouverts à Paris, à Chalon-sur-Saône, et puis qui étaient précédés aussi par la création d'un centre à Marseille, qui s'appelait pas Dentexia, mais qui était une sorte de préambule, qui hébergeait en fait un dentiste, Harold King. Et donc en tout, c'était 8 centres, majoritairement sur Lyon, mais aussi, comme j'ai dit, à Paris, en Bourgogne et en PACA. Et c'est Pascal Stechen, donc un businessman, génie de la communication, comme il aime à se définir lui-même, un diplômé d'école de commerce, et surtout un ancien condamné pour le fait de ne pas avoir déclaré au fisc une comptabilité quelques années auparavant, ce qui lui a valu d'être interdit de gestion pendant 10 ans. Donc il avait fait l'objet de poursuites pénales. Et c'est ce même Pascal Stechen qui apprend à se reconvertir dans le dentaire, comme on l'a dit, en créant des solutions néo-managériales pour faire tourner des cabinets, avec cette idée que en rationalisant l'offre de soins, en appliquant des procédés issus de la grande distribution et de l'aviation civile au domaine de la santé, on peut arriver à faire baisser les coûts. Donc c'est l'achat de matériel en commun pour plusieurs centres, ce qui fait diminuer les coûts, ce qui est une bonne idée en fait. La rationalisation n'a pas que des défauts, elle permet de faire baisser les coûts et de répercuter la baisse des coûts sur le prix que paye, j'allais dire la cliente ou le client, mais non, la patiente ou le patient en bout de chaîne. Et donc c'est l'application de procédés industriels type Fordisme, Taylorisme à la santé. Puis à côté de ça, on a aussi la possibilité de gérer une relation patient avec cette idée que la devise, c'est la meilleure dent, c'est l'implant.
devise de Pascal Stechen, avec cette idée qu'on va essayer d'orienter les plans de traitement vers les solutions, entre guillemets, qui soient les plus lucratives pour les centres, qui permettent de dégager plus de marge. Et dans ce sens-là, c'est une vraie réussite, puisque les plans de traitement sont rédigés sous la pression de gestionnaires de centres, de gestionnaires d'équipes, qui vont insuffler un pilotage par tableau de bord avec des métriques qui permettent de suivre le caractère rentable des plans de traitement. Donc voilà un petit peu pour le cadre général. Après, on peut rentrer dans davantage de détails si tu le souhaites. Bah écoute, ouais, donc c'est vrai que c'est ce fonctionnement des centres. Alors déjà, à savoir, moi quelque chose qui m'a étonné, c'est que les centres donc de santé n'étaient pas alors, ils n'étaient pas du tout placés sous le contrôle de l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc en fait, ça a été corrigé, enfin ça a été rectifié plus ou moins depuis avec les dernières lois, mais les dentistes qui travaillent dans les centres n'étaient pas, il y avait pas de contrôle en fait de l'ordre comme ça peut l'être en libéral, quoi. Non, il n'y avait pas de contrôle à plusieurs niveaux d'ailleurs, c'est-à-dire que quand tu dis que les centres n'étaient pas soumis au contrôle par l'ordre des dentistes, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'une part, il n'y avait pas possibilité de vraiment savoir quel praticien exerçait dans les centres, et ça a été, on l'a vu par la suite au moment du surgissement du scandale, un vrai problème, puisque les patientes et les patients ne savaient plus qui les avait soignés. On avait des ordonnances pour les antibiotiques, etc., mais c'était la plupart du temps pas les praticiens qui avaient exercé en bouche des actes thérapeutiques. Donc ça a été un problème. Il y a un autre problème en toile de fond qui est majeur, c'est que comme les praticiens n'étaient pas déclarés ou toutes et tous déclarés, on avait ce problème de déontologie, c'est-à-dire que dès lors que des praticiens s'inscrivent au Conseil de l'Ordre, donc un centre a l'obligation de s'inscrire et de se déclarer auprès du Conseil de l'Ordre, on a une inféodation à l'éthique médicale. Or là, c'était pas le cas, c'est-à-dire que les praticiens étaient uniquement salariés. Et chose aussi à avoir en tête, certains d'entre eux, si ce n'est la plupart, n'avaient pas de responsabilité civile professionnelle. Ils bénéficiaient, entre guillemets, de l'assurance du centre, ce qui a posé toute une série d'autres problèmes au moment de la faillite de Dentexia, puisque Pascal Stechen et son équipe avaient souscrit un contrat de non-assurance auprès d'un assureur très connu, qui faisait que absolument tout ce qui concernait le dentaire n'était en réalité pas assuré. Et tous les cas particuliers, toutes les singularités en fait qui peuvent concerner un patient du dentaire n'étaient pas prévues en fait dans le contrat. Et donc les dentistes qui avaient fait leur travail plus ou moins bien, ceux qui avaient fait le moins bien leur travail avaient produit des mutilations, des malfaçons, et qui n'étaient pas assurés bien sûr par l'assurance, et qui n'étaient pas prévus par le contrat d'assurance. Donc ça c'est aussi un problème. Et puis il y a aussi un autre problème avec cette non-inféodation à l'ordre des chirurgiens dentistes, c'est que cet ordre-là, à travers le conseil, on va dire, principal à Paris et les conseils ordinaux en département, était pas très enclin à vouloir aider Pascal Stechen, mais aussi les patientes et les patients qui s'étaient rendus dans ces centres. Donc au moment du scandale, ça a été aussi un corollaire absolument néfaste pour la patientèle qui payait le double prix. C'est-à-dire que non seulement ces usagers avaient été maltraités au point d'être transformés en victimes, mais en plus, ils n'étaient pas aidés par les entités qui étaient censées produire du cadre et du contexte autour de l'activité dentaire. Et ça a été absolument fâcheux. Pour les patients. C'est quelque chose que, enfin, toi, t'as ressenti, et les personnes avec qui après t'as pu échanger, qui sont nombreuses, hein, de une sorte de reproche de finalement, vous avez fait le choix d'aller dans des centres, alors que la proposition de départ, elle était vertueuse, quoi. C'était finalement de permettre aux personnes qui n'avaient pas forcément l'accès aux soins de pouvoir le faire. Donc le message était plutôt séduisant, quoi. Donc le patient qui avait pas lieu d'être au courant, enfin qui pouvait pas soupçonner que derrière il puisse y avoir quelque chose de mercantile. S'est retrouvé là-dedans malgré lui, mais est-ce que derrière vous avez senti une certaine forme de culpabilisation ou de reproche? Je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est qu'évidemment on peut pas en vouloir aux patients d'être allés dans ces centres, parce que de toute façon ces centres avaient été ouverts
était autorisé en fait. Il était tout à fait légal et ces centres avaient pignon sur rue, donc il était tout à fait censé de s'y rendre pour bénéficier de soins. Les ARS avaient permis la création et l'ouverture de ces centres. Donc pour le patient lambda, il était hors de radar de penser qu'il y avait des possibilités de maltraitance à la fois financière, sanitaire, etc. dans ces centres qui étaient tout neufs, qui sentaient la peinture. Moi, quand je m'y suis rendu la première fois, j'étais impressionné par les équipements, par l'allure des personnes qui travaillaient à l'intérieur. J'ai été tout à fait séduit par des grandes affiches qui disaient que ces centres fonctionnaient sous un régime non lucratif, que ça allait aider une frange de la patientèle qui était la moins favorisée, etc. J'étais sensible à ce type de message, et donc ça m'allait très bien de placer de l'argent dans ces centres. Donc ça, c'est un point. Un deuxième point qui est lié, c'est que c'est pas par hasard qu'il y a eu autant de personnes appartenant à des classes moyennes inférieures, c'est comme ça qu'on peut les qualifier, qu'il y a autant de personnes qui appartenaient à ces classes qui se sont rendues dans ces centres, en fait. Parce que le prix des soins était vraiment cher. Il l'est toujours, mais était vraiment très cher à ce moment-là. Donc pour les usagers qui avaient besoin de plans de réhabilitation, c'est-à-dire de soins sur plusieurs localisations dentaires, c'était devenu complètement rédhibitoire d'aller se faire soigner en cabinet libéral. Il fallait s'endetter à hauteur de... c'était très compliqué. Et Dentexia proposait très souvent la moitié du prix. Donc évidemment, pour des personnes qui ont arbitré sous des contraintes budgétaires, il est tout à fait intelligent et rationnel d'aller se rendre dans ces centres. Donc c'est pas une stupidité. Des centres ouverts par les ARS et qui en plus proposent des équipements de pointe et du personnel qui a l'air d'être tout à fait compétent et par ailleurs qui proposent des prix qui font en sorte d'éviter le tourisme dentaire, qui était un peu la plaie à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de publicité en ligne sur les cliniques dans les pays de l'Est, etc., au Maghreb. Donc c'était un moyen d'éviter de partir dans des territoires qui semblaient être distants, peut-être moins sécures au plan des soins que le territoire français. Donc tous les signaux étaient au vert. Donc ça, c'est un point. Et ce qui se passe après, c'est que je pense pas que le Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes ou les entités catégorielles, on va les nommer, syndicats, etc., en voulaient d'abord aux patients. Je pense qu'en fait, il y avait une propension à se servir de la patientèle pour taper sur les centres de santé et indirectement sur la loi, et donc qui avait été promulguée par le ministère de la Santé. Donc c'était une sorte de prise d'otage qui s'opérait à ce moment-là et qui s'opérait sous la forme d'un refus de soins pour des raisons soi-disant assurantielles. Alors ce qui s'est passé et qui de mon point de vue est totalement scandaleux parce que ça fait énormément de mal en fait aux victimes, en plus de la situation désastreuse dans laquelle elles se trouvaient, c'est le fait qu'il y a eu des recommandations faites par le Conseil de l'ordre de ne pas soigner les victimes de Dentexia. Et ça peut être retrouvé dans les textes, dans le bulletin publié par le Conseil de l'ordre, avec Bouteiller, je me souviens plus de son nom, le président du Conseil de l'ordre à l'époque, qui rédige une tribune qui indique de ne pas reprendre les victimes de Dentexia. Et ça s'est avéré catastrophique pour plusieurs raisons. Je mets le côté humain de côté, en fait, dans un premier temps. Mais le problème, et ça je parle à une dentiste donc qui connaît bien la question, c'est que les soins dentaires ont la particularité de ne pas pouvoir être arrêtés. On ne peut pas laisser des patients au milieu du gué. Si on commence à enlever des dents, et qu'on se retrouve avec des localisations dentaires en fait inexistantes, sans racines et sans dents, ce qui se passe derrière, c'est qu'en assez peu de temps, il y a de la résorption qui va se mettre en place, et puis le patient ne peut juste pas rester comme ça, en fait. On peut pas rester avec un trou dans la bouche, ou plusieurs, parce que c'était le problème de Dentexia, c'est-à-dire qu'on arrivait pour 2 dents, on sortait avec plan de traitement sur 10 positions avec des prothèses et des implants. Et donc, ces patientes et ces patients laissés au milieu du gué, ils n'avaient pas de solution. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient payé par avance. Donc ça, c'est aussi un point à avoir en tête. Elles étaient dans l'impossibilité, ces victimes-là, de repayer pour des soins qu'elles avaient déjà payés. Donc c'était absolument suicidaire, ou criminel, on va dire entre guillemets, pour ces victimes, que de se voir refuser l'accès aux soins derrière. Ouais.
et elles étaient prises en otage, et c'est ce qui a généré énormément de colère, et puis au-delà de la colère, une sidération. C'est-à-dire que c'était la première fois en France qu'un système de santé avait non seulement créé le problème, mais en plus faisait se dérober la solution. Donc le problème, c'était de se dire, on va autoriser la création de centres de santé dentaire à but non lucratif, qui en fait, comme j'ai un petit peu expliqué, n'était intéressé que par des velléités financières sous couvert médico-social. Et d'un autre côté, quand le drame survient, les patientes et patients qui ne comprennent pas cette conjoncture, les éléments de contexte, se disent, il y a des centres qui sont créés, mais maintenant on peut plus se faire soigner, alors qu'en fait les centres ont fermé, puisqu'il y a eu faillite. Donc c'est complètement injuste pour la patientèle, et c'est ce qui, d'un côté, a permis le seul point positif de tout ça, c'est-à-dire une incapacitation, un empowerment. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à une situation qui était complètement inédite, qui était chaotique, et les patientes et les patients ont essayé de s'organiser et de contacter en fait des entités à même de les aider. Et finalement, ces patientes et ces patients ont pu débloquer, grâce à une séquence d'événements que je pourrais décrire, une aide ministérielle à la reprise des soins qui ne leur a pas été versée, puisque ces indemnités dépendent du ministère de la Justice, et il n'était pas question qu'il y ait une collusion avec ce qui se passait du côté de la santé. Donc ces patientes et ces patients peuvent obtenir une aide ministérielle de la part du ministère de la Santé qui a été versée aux dentistes. Voilà. Et c'était la première fois en France que ce schéma a été appliqué. Donc tout ça pour dire que oui, le refus de soins, l'ostracisation des victimes du low cost, on peut l'appeler comme ça. Alors tous les centres de santé dentaire aujourd'hui qui existent sous régime d'associations à but non lucratif, loi de 1901, ne sont pas le low cost. Mais à ce moment-là, avec Dentexia, il y avait quand même réellement une diminution du prix pour la patientèle. Donc l'ostracisation à ce moment-là fait beaucoup de mal, et fait toujours beaucoup de mal, c'est-à-dire que ce problème assurantiel qui consiste à dire, puisque vous êtes allé dans ces centres, les praticiens qui accepteraient de mettre les mains dans votre bouche endosseraient la responsabilité des travaux précédents, et donc refusent bien évidemment d'endosser cette responsabilité. Cet argument-là, il est complètement non avenu. Pourquoi ? Et ça, c'est aussi un point majeur à énoncer, c'est que peu après la prise de position du Conseil de l'Ordre sur le fait de ne pas soigner les victimes de Dentexia, on s'est, nous, manifesté au titre du collectif contre Dentexia auprès du ministère de la Santé pour exposer le problème, et le ministère de la Santé a rédigé une note juridique en juillet 2016 qui dédouanait les praticiens qui acceptaient de soigner les victimes de Dentexia. Donc même cet argument assurantiel en fait ne tenait pas debout, et malheureusement l'histoire a montré que pendant plusieurs mois et années, et encore aujourd'hui, c'est compliqué pour une victime de Dentexia de trouver un praticien. Ceci étant, je tiens quand même à dire, et c'est très important, il y a quand même eu un énorme effort de fait par de nombreux dentistes pour reprendre ces victimes. Et c'est dans ce sens-là que la nature du réel ou de la réalité est toujours un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'en même temps, il y avait eu création d'un problème avec cette idée qu'il y aurait du refus de soins, et en même temps, le corps professionnel qui a permis de résorber la détresse, la souffrance et les catastrophes sanitaires associées au scandale Dentexia, ce sont les dentistes eux-mêmes, sans qui rien n'est possible. Et rien n'aurait été possible en termes de remise en route après une trajectoire compliqué pour ces patientes et ces patients qui étaient devenus des victimes. Donc merci aussi à ces dentistes qui ont fait leur job par-delà les considérations un petit peu de prise d'otage de la patientèle, qui avaient su lire que finalement le métier de médecin, du dentaire, c'était d'abord de ne pas nuire, d'une part, mais aussi de soigner la souffrance. Et je voulais qu'on revienne ensemble en fait, puisque tu en parlais tout à l'heure, et ça me semble important de rappeler un peu comment fonctionnait le centre, parce que ces centres, c'est comme tu le disais toi-même, et une chose qui paraît assez hallucinant pour moi, c'est le fait en fait que les patients payaient par avance l'intégralité des soins sans même avoir commencé le traitement, quoi.
Et donc en fait, il me semble c'était quand même très bien organisé en plusieurs étapes. Dis-moi comment toi ça s'est passé, par exemple, pour toi. Alors ça, on l'a bien documenté en fait à l'échelle du collectif Compte Dentexia. En fait, quand un usager se rendait dans ces centres, on lui proposait d'abord un rendez-vous avec une assistante commerciale. On peut les appeler commerciales parce que leur objectif, c'était de vendre un plan de traitement. Et donc, il y avait tout un ensemble d'astuces et de recettes managériales qui étaient à l'œuvre pour essayer de convaincre le patient, la patiente, de payer pour un maximum de localisation dentaire. Donc, y compris pour des soins qui n'étaient pas nécessaires. Et donc, ces assistantes commerciales, elles établissaient des devis. Et alors, évidemment, comme les prix étaient moins chers que dans le système libéral, ces personnes qui vendaient les plans de traitement étaient fondées à nous dire alors on est moins cher, mais la contrepartie c'est qu'il faut tout payer avant. C'est comme ça que ça peut tenir. Et donc c'est cet argument qui était avancé de dire c'est parce qu'on est moins cher qu'il faut accepter de tout payer. Alors là il y avait deux cas de figure qui se présentaient. Soit l'usager avait de quoi payer et il payait. Donc, alors quand je dis paiement par avance, c'était soit la totalité, mais parfois il y avait des arrangements avec, on donne la totalité sous la forme de 10 chèques. Par exemple, si on a 8 000 € de plan de traitement, on va donner 10 chèques de 800, et puis ils seront encaissés tous les mois ou tous les 2 mois, etc. Donc ça n'empêchait pas qu'il y ait quand même des aménagements financiers, mais le patient, quand même, il payait un ticket d'entrée d'abord, soit par chèque, soit par carte bancaire. Et quand l'usager ne pouvait pas payer, et là, ça a été, là, je tiens à pointer quand même la responsabilité des banques, et on le verra après, le fait que ça met en place un système non plus de marchandisation uniquement des soins, mais de consommation, c'est-à-dire que le patient se transforme en client. Je veux pointer la responsabilité des banques, parce que quand les usagers ne pouvaient pas payer leur ticket d'entrée, les assistantes commerciales leur proposaient en même temps que le devis un contrat de crédit. Et on a plusieurs acteurs bancaires de premier plan, donc pas des banques exotiques, vraiment je ne vais pas les nommer, mais des grandes banques, dans le top 5 des banques françaises, qui proposaient des crédits, alors d'abord des crédits affectés, c'est-à-dire des crédits dont le montant était censé être affecté à des soins. Donc jusqu'en 2014-2015, ces établissements bancaires et ces assistantes cliniques commerciales proposaient du crédit aux patients qui n'étaient pas en mesure de payer cash. Et à partir de 2014-2015, ces établissements bancaires, sentant que le vent avait commencé à tourner du côté d'une faillite, avec différents signaux faibles qui devenaient de plus en plus forts, ont décidé, et c'est là encore un fait absolument désastreux, de convertir les crédits affectés en crédits personnels. Donc, ce qui s'est passé en France en 2015, c'est que des crédits personnels étaient vendus dans des centres de santé pour permettre à des usagers de payer des soins qu'ils ne recevaient pas tout de suite. C'est-à-dire que là, il y a quand même une subtilité à comprendre. C'est que quand on va acheter une piscine, on paye et puis on a la piscine. Mais quand on achète, entre guillemets, un plan de réhabilitation dentaire, c'est 2 ans, 3 ans de soins. Donc quand on contracte un prêt personnel pour aller financer ces travaux-là, on fait un pari sur l'avenir, on fait le pari que le plan de réhabilitation va être mené jusqu'au bout et qu'il va bien se terminer. Or, en matière de trajectoire thérapeutique, et ça tu le sais bien, on peut pas le garantir. On peut pas garantir qu'un plan de traitement va bien se passer en 3 mois comme c'est prévu, en 8 mois, en 12 mois, en 24 ou en 36. Donc ces banques, elles vendaient du crédit, et un crédit vous engage. Et je terminerai en disant qu'après la faillite de Dentexia, on s'est retrouvé, des patientes et des patients se sont retrouvés pendant plusieurs années, et je pense qu'il y en a encore aujourd'hui, qui continuent de payer des traites pour des crédits personnels qu'elles ont souscrits dans l'enceinte des centres de santé de Dentexia. Donc il y a quand même une responsabilité majeure des banques, et c'était une folie que de permettre ça. Moi j'ai vu des contrats de crédit qui avaient été signés avec une croix, par des patientes et des patients qui étaient analphabètes et à qui on vendait des plans de traitement en disant vous pouvez pas payer, c'est pas grave, vous allez signer au bas de la page et puis on va vous mettre dedans. C'était juste hallucinant. Et
Et c'est réel, quoi. Donc ça, c'est peut-être un aspect financier, on va dire commercial, bancaire. Après, au plan sanitaire... Mais je te coupe juste, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est que ces assistantes commerciales, elles faisaient le devis à partir de quels éléments? Alors, il y avait une radio panoramique qui était obligatoire. Mais qui a été réalisée par qui? Qui était réalisée par les assistantes elles-mêmes, donc qui prenaient une radio, et ensuite il y avait transmission de la radio en fait à un praticien ou à un staff qui n'était pas tout de suite visible et qui disait ben voilà, là vous avez une petite tache sur une racine, donc il faut enlever la dent. Là vous avez des vieilles prothèses, il faut tout casser et puis on va recommencer. Là vous avez des dents, si on les change pas, elles vont tomber. Et enfin toute une narration en fait qui par moment était ce qu'il fallait faire, mais souvent, et c'est ce qu'a pointé le rapport de l'IGAS, il y avait quand même une recherche du profit, c'est-à-dire que les plans de traitement étaient ajustés pour être les plus lucratifs possibles pour les centres de santé. Et en fait, on a très bien montré, ça a été démontré, et l'IGAS l'a bien investigué aussi, qu'il y avait tout un système de pilotage par tableau de bord, c'est-à-dire des métriques avec des gestionnaires qui allaient... nous, on a eu des témoignages qu'on a transmis avec un système de briefing et de débriefing sur une base quotidienne où les dentistes pouvaient être humiliés en fin de journée s'ils n'avaient pas atteint les objectifs de rentabilité. On leur disait mais pourquoi t'as pas posé la prothèse, pourquoi t'as pas convaincu d'aller mettre une dent à cet endroit-là, etc. Pourquoi tu l'as pas fait. Donc tous les dentistes qui avaient le plus de déontologie partaient tout de suite, restaient pas très longtemps chez Dentexia, et au fur et à mesure qu'on avançait qu'on progressait dans la durée d'existence de cette franchise de centre dentaire, et puis on se retrouvait avec des praticiennes et praticiens qui avaient soit pas le choix, et donc qui restaient, soit qui acceptaient de faire le job parfois pour l'argent, et soit des dentistes qui étaient les moins regardants au niveau déontologique, au niveau de l'éthique médicale, qui se disaient je vais me faire bien voir, et donc je vais poser tant de prothèses et tant d'implants. Donc ça c'est problématique, c'est-à-dire que les plans de traitement étaient quand même orientés du côté de la rentabilité. Et pourquoi? En fait, il y avait une raison à ça, c'était que la raison c'est la cavalerie. C'est aussi un système qu'on a dénoncé nous très tôt au début parce qu'on ne comprenait pas, et très tôt quand on l'a compris. Ce système de la cavalerie, c'est que Pascal Stechen, qui par ailleurs menait un train de vie fastueux, donc dénoncé aussi par l'IGAS avec 200 000 euros de frais de réception par an, etc. Enfin des chiffres incroyables. Ce Pascal Stechen avait mis en place un système où l'argent apporté par les derniers patients servait à financer les plans de traitement des patients antérieurs. Donc c'est le système de la cavalerie. Et ça peut marcher que si le système tourne en flux tendu. Mais si à un moment donné vous avez moins de patients, vous avez plus assez d'argent pour aller financer les travaux des patients qui sont arrivés avant. Et comme Pascal Stechen avait la mauvaise habitude de pas toujours bien payer ses fournisseurs, alors c'était peut-être pas complètement de sa faute parce que les fournisseurs à un moment donné commençaient à se rendre compte qu'il se passait des choses curieuses dans ces centres et voulaient peut-être moins fournir, etc. Donc il a peut-être rencontré des difficultés objectives à trouver des fournisseurs, mais quoi qu'il en soit, il ne les payait pas tous. Et donc ce système en fait où l'argent des nouveaux sert à financer les travaux des anciens s'est écroulé sur lui-même. C'est ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi. C'est ce qui s'était passé aux USA avec Madoff, qui est le cas le plus connu. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Dentexia et qu'on a compris très tôt en fait. Guillaume Lamy, donc un journaliste qui est maintenant rédacteur en chef de Lyon Capital, était journaliste à l'époque à Lyon Capital et avait très bien montré que le système sur lequel était basé l'empire Dentexia était un système qui allait inévitablement s'écrouler. Alors, il n'avait pas nommé pyramide de Ponzi à ce moment-là, mais il le suspectait. Il avait intuité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc il y a ce problème en fait au niveau financier. Et quand on double ça avec un autre problème qui a été créé, je pense, par les entités professionnelles, dont le Conseil de l'Ordre, qui était de mettre des bâtons dans les roues à Pascal Stechen pour tout, parce que je pense que là-dessus, il n'a pas tort de l'avoir dénoncé pour lui-même. Il a été difficile pour lui même de trouver des dentistes à un certain moment, et on s'en est rendu compte, nous, dans les centres. C'est-à-dire qu'il y avait de moins en moins de personnes qui étaient habilitées à soigner les patientes et les patients. Et donc, c'était un vrai problème, parce que ces centres Dentexia brassaient des dizaines de milliers d'usagers par an.
C'était 20 000 à 30 000 personnes qui passaient dans ces centres. C'est énorme. Et comme la plupart des plans de traitement ne concernaient pas la pose que d'une couronne, mais des plans de réhabilitation, et ben en fait, c'était juste pas possible d'arriver au bout. Et donc le système s'est écroulé en 2015 avec voilà une faillite qui a été prononcée, un plan de redressement, liquidation prononcée à l'automne, à la fin de l'automne, et puis une mise en liquidation le 4 mars 2016. Avec voilà, tous les centres étaient fermés dès le mois de janvier. L'ARS avait fermé les centres parce qu'évidemment tout partait à volo, c'est-à-dire qu'il y avait même plus la possibilité de trouver du matériel, des consommables dans les centres. Donc à l'époque où j'ai fondé le collectif Compte Dentexia, le jour où je l'ai fondé, le 6 janvier 2016, en me rendant dans un des centres, j'avais une rage de dents, donc j'étais pas de bonne humeur. J'ai vu un couple de retraités sortir d'un des centres, et ces retraités avaient des fils dentaires dans la bouche, mais sur toutes les localisations. C'est-à-dire qu'on leur avait enlevé toutes les dents, mais il n'y avait plus de matériel pour leur enlever les fils. C'est-à-dire que la stérilisation ne fonctionnait pas, les pinces n'étaient pas stérilisées, il n'y avait plus de coton, plus de compresse, il n'y avait plus rien. Et ces personnes sortaient du centre en disant « Le centre est encore ouvert pour on ne sait pas combien de jours, mais on ne peut plus s'y faire soigner, parce que de toute façon, il n'y a même plus le matériel nécessaire pour pouvoir être soigné. » Et donc voilà, c'était un petit peu le contexte. Alors il y avait quand même des praticiens, et je tiens à leur rendre hommage aussi, qui ont travaillé jusqu'au bout à essayer de trouver des solutions. Là encore, la nature du réel est ambivalente, c'est-à-dire que c'est pas tout le système qu'il faut jeter avec l'eau du bain. Il y avait des choses qui pouvaient tenir debout dans ce système, la rationalisation des soins, etc. Des praticiens qui, quoi qu'on en dise, pour certains, avaient une éthique et de l'empathie, suffisamment d'empathie en tout cas pour rester, quand bien même le système périclitait face à des victimes qui étaient en colère et qui essayaient de maintenir les choses. Mais malheureusement, le système Dentexia était grévé de l'intérieur par ce problème d'argent, cette ambiance un petit peu qui avait été mise en place par Pascal Stechen et consorts, et par toutes ces équipes de gestionnaires, d'assistantes commerciales, etc., qui avaient pas joué le jeu de la vérité avec de la patientèle, qui découvraient l'ampleur du scandale et des dégâts, et qui n'avaient aucune prise sur ce qui allait se passer, puisque la situation était complètement inédite. Donc là, c'est là que commence l'histoire du collectif Compte Dentexia, en fait. Ouais, et on va en parler. Et ce que je voulais quand même préciser, parce qu'on en parle peu, c'est que Station n'était pas seul, hein. Il avait un associé, Nicolas Aymar, en tout cas dans ces différentes sociétés, là, dans ce montage complexe, avec des sociétés qui s'imbriquaient les unes dans les autres. Enfin, il y avait cet associé dont on trouve aucune trace, hein, et dont on a moins parlé sûrement. C'est vrai qu'on a moins parlé de lui. Et après, moi, j'ai toujours eu tendance à pas personnaliser en fait ce qui s'était passé avec Dentexia, c'est-à-dire que Station, il est le produit d'un dérèglement systémique. C'est-à-dire que si la loi Bachelot avait prévu dans son périmètre suffisamment de garde-fous pour éviter la survenue de scandale, il n'y aurait pas eu de scandale. Et il n'y aurait pas eu de Station, en fait. Il n'y aurait pas eu de créature Pascal Station avec la possibilité de nuire. Donc c'est Nicolas Aymar ou Pascal Station, peu importe, en fait. Et les scandales qui se sont produits derrière, en fait, je pense à Proxy Dentaire, Bloom Square Studio, Alliance Vision, Dentexcellence, Clinadent, Dental Access, peut-être que demain on aura le COSEM, Dentego. Tous ces acteurs, en fait, sont que le produit d'un système qui permet leur existence dans un cadre donné qui est suboptimal, qui n'est pas optimal. Donc Station, moi, à vrai dire, il m'intéresse pas en tant que tel. Ou Nicolas Aymar m'intéresse pas en tant que tel. C'est le fait que ce système-là a produit des victimes qui m'intéressent. Si on personnifie en disant le mal, c'est Station, je pense qu'on se trompe de cible. Le mal, à ce moment-là, c'était pas lui ou que lui, c'était la loi Bachelot qu'il fallait réviser. Et donc, en tant que patient, c'est ce qu'on a à peu près réussi à faire, avec l'aide d'autres acteurs, évidemment, c'était d'arriver à faire prendre conscience, en fait, aux législateurs que
il y avait une nécessité de tenir compte d'une influence qui venait des victimes et de la condition de victime. Et heureusement, ça a pu se produire à deux moments. Ça a pu se produire au moment du déblocage de l'aide ministérielle avec ce rapport d'IGAS commandité par Marisol Touraine à un moment particulier de l'histoire de ce cabinet ministériel et de la présidence de François Hollande, je pourrais y revenir. Et par ailleurs, en fait, au moment de la loi Katabi, à laquelle l'association La Dent Bleue, qui s'est fondée sur le terreau du collectif contre Dentexia, a proposé donc une trentaine de recommandations, dont une dizaine qu'elle a rédigées dans la loi, quoi. Donc ça, c'est quand même majeur. Mais il a fallu des années et des années pour que ça se produise à partir d'une situation qui n'était pas optimale au départ. Donc Stéchen, Nicolas Aymard, pourquoi pas. Ce que je note, en revanche, c'est le rôle, en fait, tout à fait majeur, justement, de Guillaume Lamy, de la rédaction de Lyon Capital à ce moment-là, qui arrive à comprendre, avant tout le monde, et notamment avant même les corps professionnels, le nœud gordien dans lequel se trouve un gestionnaire de centre de santé associatif à but non lucratif, parce que comme son nom l'indique, la structure qu'il dirige est une structure à but non lucratif. Or, la plupart des gestionnaires qui vont dans le domaine de la santé dentaire à ce moment-là, et Stéchen est le premier, n'y vont pas pour des velléités philanthropiques. Ils sont pas des philanthropes. Ils y vont parce que le secteur est lucratif. Et ils se retrouvent avec la quadrature du cercle. C'est comment faire en sorte de dégager des bénéfices dans une structure où on ne peut pas en dégager, en fait. Parce que par essence, une association, loi 1901, interdit le fait que des bénéfices soient redistribués à des actionnaires, ou soient partagés entre les membres du comité de direction de l'association. C'est interdit. C'est ce qui fait le caractère non lucratif du centre de santé et de toute association, en fait. On peut engranger des recettes, mais elles doivent être redistribuées dans l'activité du centre. Ça sert pas à se faire de l'argent. Donc toute l'équation d'un Pascal Stéchen, c'était de se dire, mais comment, avec cette situation et ce cadre légal d'association à but non lucratif, je peux dégager des capitaux et m'enrichir. Et on peut pas lui enlever ce génie cynique qui a été de se dire, bah voilà, je vais mettre l'association à but non lucratif au centre du système, et ce système, ça va être une nébuleuse de société commerciale. Et finalement, tout l'enjeu, ça va être de réussir à convertir cette association à but non lucratif en société commerciale déguisée, parce que je vais faire en sorte qu'elle reste à but non lucratif, et donc je vais me soustraire aux impôts commerciaux, d'une part, et d'autre part, je vais vider les caisses de l'association, parce que je vais payer des sociétés que je vais créer autour, qui vont vider ces caisses parce que je vais vendre des prothèses, des formations, je vais vendre des séminaires, je vais à peu près tout vendre, en fait, à cette association. Je vais la rendre captive d'un réseau, d'une nébuleuse de sociétés qui vont, à moi, me rapporter de l'argent. Alors, le mauvais calcul de Pascal Stéchen, c'est qu'il est à la fois, il a un pied dedans, donc il a un pied dans l'association, et en plus, il a un pied dehors. Et donc, c'est comme ça que la loi le rattrape. Parce qu'en fait, c'est pas permis de faire comme ça. Mais ça, c'est l'un des soucis, en fait, de la manière dont une loi imparfaite peut être améliorée avec le temps, mais quand ça se passe avec des dommages collatéraux, parce qu'on discute de santé, et on discute de santé dentaire, le tribut à payer pour l'amélioration de la loi, dans le cas d'espèces qui nous intéressent, a été extrêmement lourd. Ce sont les victimes qui l'ont payé. Après avoir donné sa carte avec ses coordonnées aux quelques personnes présentes dans le centre, Abdel va se retrouver inondé de mails de personnes en détresse, ne sachant vers qui se tourner. Bonjour. Ayant toujours eu des soucis dentaires, je me suis tournée vers Dentexia, pensant que cela ne pouvait être pire qu'avec un dentiste qui facture ses prothèses à prix d'or. Eh bien j'avais tort, hélas. Force est de constater, non pas l'incompétence des soins, mais surtout l'absence totale de soins. Édenté encore plus, un appareil amovible de très mauvaise qualité, une bouche qui ne cesse de bouger car un plan occlusal qui est maintenant des plus catastrophiques, un crédit pour un plan qui court encore, un moral en berne à la limite même de tout lâcher, malgré une paternité prochaine. Je suis à bout, sincèrement, réellement. J'entame une série de démarches pour me sortir de cette escroquerie, mais je suis et j'ai été atteint comme jamais dans ma chair. Je me tourne vers vous dans l'espoir de trouver une solution.
Se foutre comme cela d'un sans-dents, ce n'est pas normal. Message du 7 mars 2016. Bonjour, j'ai commencé des soins chez Dentexia avec un devis s'élevant à 16 000 €. À ce jour, les soins ne sont pas terminés, je suis sans dents et les chèques ont été encaissés. Toutes mes économies y sont passées. Je suis actuellement sans emploi. Merci pour votre conseil. On se retrouve bientôt pour la suite avec le 2e épisode, l'énergie du désespoir. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout, parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du Son Libre était au montage, la musique Last Dance et de Dia Yanopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e jeudis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai.